Alors, jour 18, Sigma, on va apprendre de nouvelles règles, on va revenir sur du blue teaming. On a fait du purple teaming, on revient sur le blue. Donc, le compromis a été confirmé au sein de la Best Festival Company et des tests ont été effectués ces 2 dernières semaines. Cependant, l'équipe SOC du Père Noël se demande s'il existe des méthodologies qui aideraient à détecter les menaces plus rapidement en analysant les journaux qu'ils collectent. Max Kiddy est au courant des règles Sigma. Tiens, je vous en ai parlé, Yara Sigma, je vous ai dit que c'était les bases. On va y venir. Et vous a chargé d'en savoir plus et d'expérimenter les règles de détection de menaces. Alors, les cybermenaces et les criminels ont des tactiques avancées pour garantir qu'ils volent les informations et causent des ravages. Comme vous l'avez déjà vu au cours des jours précédents, il existe de nombreuses façons de procéder. Il existe également des moyens pour les équipes de sécurité de préparer leur défense et d'identifier ces menaces. Donc, ce qui serait évident, c'est que la plupart de l'équipe bleue, les activités vont nécessiter des approches proactives pour analyser les différents journaux, logiciels malveillants et trafic réseau. Cela entraîne la pratique à la détection des menaces. Donc la détection des menaces implique de poursuivre et d'analyser de manière proactive les activités au sein d'un écosystème pour identifier les signes malveillants, de compromis ou d'intrusion au sein d'un réseau. Alors, scénario d'attaque. Elf McBlue a obtenu des journaux et des informations concernant l'attaque de la meilleure compagnie du festival par Bandy Yeti. À travers les différentes analyses des jours précédents, il était clair que les journaux pointaient vers une chaîne d'attaque, une cyberkill chain probable que l'adversaire a pu suivre et on a mappé tout ça dans la chaîne unifiée, l'Unified Kill Chain. Parmi les phases de l'Unified Kill Chain, qu'on appelle UKC, on a observé les choses suivantes. Donc persistance, l'adversaire a établi la persistance en créant un utilisateur local, un compte d'utilisateur local qu'il pourra utiliser pendant son attaque. Découverte, l'adversaire a cherché à recueillir des informations sur la cible en exécutant des commandes pour en savoir plus sur les processus et les logiciels. Sur les appareils du Père Noël pour rechercher les vulnérabilités potentielles et exécution des emplois. Des tâches planifiées ont été créées pour fournir un moyen initial d'exécuter du code malveillant. D'accord. Ça peut également leur donner de la persistance ou faire partie de leur élévation de privilèges. Donc, le rapport de la chaîne d'attaque comprend les indicateurs de compromission, nos IOC, les paramètres de détection nécessaires, et on va s'intéresser au quadriciel Mirtre Attack comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les techniques d'attaque, on a création de compte. Ok, parfait. Donc, création de compte, Event ID 4720, service sécurité, et on voit les champs de détection requis, c'est service et sur l'Event ID. Découverte de logiciel, création de processus, Event ID 1. Sysmon, on voit qu'il y a regexe qui a été utilisé, et techniquement, regquery, ça va venir faire une requête au niveau de la version d'Internet Explorer. On voit les champs de détection requis, catégorie, event ID, image et les strings, command line, tout ce qui est passé en ligne de commande. Pareil pour la tâche planifiée, création de processus. Donc là, avec SCH task, schedule task, Sysmon, c'est le service, et on voit que cmd.exe a poussé schedule task à créer une tâche planifiée qui s'appelle T10-53005 on logon, donc qui se lance on logon, donc au lancement de l'ordinateur, et ça lance cmd.exe/c calc.exe. Donc là, heureusement, c'est une preuve de concept qu'on utilise nous en cybersécurité. Si on arrive à spawn la calculatrice, vous savez qu'on peut spawn n'importe quoi. Donc c'est un exemple, il n'y a rien de malicieux là. Enfin, on a quand même créé une tâche planifiée qui pourrait être malicieuse, mais qui ne l'est pas là. Alors, on va pouvoir soumettre nos règles Sigma et voir si elles détectent les indicateurs de compromission. Via l'éditeur de texte, on va pouvoir commencer à créer nos règles Sigma. Créer une règle Sigma, ça permet d'identifier tous les indicateurs de compromission malveillants. Et on peut afficher le journal qui sont associés aux indicateurs de compromission qu'on a trouvés sur la machine. Mais je vais devoir vous parler de Sigma. Alors, Sigma, c'est un langage de signature générique open source développé par notre ami Florian Roth et Thomas Patzke, qui décrit des événements log dans un format structuré. Le format implique l'utilisation d'un langage de balisage qu'on appelle le YAM,
le YAML. C'est une syntaxe conçue qui permet un partage rapide des méthodes de détection par les analystes du SOC. Le commun. Alors, les facteurs communs, c'est le YAML, c'est sensible à la casse. Le fichier doit avoir l'extension YAML. Les espaces sont utilisés pour l'indentation et non pour les onglets. Les commentaires sont attribués à l'aide du caractère, le H, donc notre dièse. Les paires clés-valeurs sont notées à l'aide du 2 points, c'est le partage, séparation, et les éléments du tableau de bord sont indiqués avec le dash, le tiret. Ok, donc représentation de données par sérialisation Unicode, c'est le YAML. YAML, je sais même pas comment on le prononce. YAML, je crois qu'on prononce YAML. YAML, alors je vais dire le YAML. Donc plus sérieusement, Sigma facilite l'exécution de la correspondance de contenu en fonction des collectes journaux pour augmenter les alertes de menaces pour les analystes. Lors de leurs enquêtes, les fichiers journaux sont généralement collectés et stockés dans une base de données ou une solution d'information de sécurité et de gestion des événements, SIEM, que j'appelle SIEM, mais pour plus d'analyse, Sigma est l'agnostique du vendeur. Par conséquent, les règles peuvent être converties dans un format qui correspond au SIEM cible. Donc, l'avantage de Sigma, c'est qu'on peut convertir les règles au format qui correspond au SIEM cible. Donc Sigma a été développé pour satisfaire les scénarios suivants: rendre les méthodes de détection et de signature partageables, avec les indicateurs de compromission et également les règles Yara, écrire des des règles au niveau des recherches du SIEM, pareil, pour empêcher le verrouillage des différents fournisseurs de cybersécurité, partager les signatures avec la communauté de renseignement sur les menaces, donc ce qu'on appelle de threat intel, malware analysis, et écrire des règles de détection personnalisées pour les comportements malveillants sur la base de conditions spécifiques. Alors, vous en avez une sous les yeux, comment ça se passe? On va voir un peu le squelette, comment ça fonctionne. Les règles Sigma sont guidées par un ordre ordonné de champs et de valeurs qui sont soit requis, soit facultatifs. Ils vont en fait créer la structure pour la cartographie des requêtes nécessaires. On voit la vue du squelette d'une règle Sigma. Donc, le premier, c'est de relever le défi. Donc, on a des exigences de syntaxe. Naturellement, on doit remplir en détail les règles du squelette, détecter la création de comptes locaux, l'utilisation de l'éditeur de texte via SIGINT va nous permettre de faire tout ça. Donc, le titre, on pourrait dire que ça permet de nommer la règle basée sur ce qu'elle est censée détecter. L'ID, c'est naturellement l'identifiant unique au monde que les développeurs de Sigma utilisent principalement pour maintenir l'ordre d'identification des règles soumises lors du référentiel public. Donc on les trouve au format UUID que vous retrouverez souvent. Le statut, ça décrit le stade ou la règle, la maturité en cours d'utilisation. On va dire qu'il y a que 5 grands statuts. On a stable, la règle peut être utilisée dans des environnements de production et via les dashboards pour les remontées d'alerte. On a le test. Ça, c'est des essais en cours sur la règle et ça va nécessiter naturellement des affinements. Expérimental, très générique, en cours de test, ça va générer des faux positifs, être bruyant et puis vous allez identifier plein d'événements. Déconseillé, la règle a été remplacée. Et aujourd'hui, elle va plus donner des résultats précis et non prise en charge. La règle n'est pas utilisable dans son état actuel. D'accord? Donc, c'est des champs faits maison, journal de corrélation unique. Typiquement, c'est du custom, quand on fait du développement custo pour un client, pour une solution, et on ne peut pas l'appliquer partout. Donc, on va parler un peu de la description. Vous l'avez sous les yeux. Là, le title, c'est Suspicious Local Account Creation, donc création de compte local suspicieux. On essaie d'être détaillé, de détailler le plus possible pour fournir toutes les informations sur l'activité qui a été détectée. On voit l'ID, on voit le statut qui est expérimental et la description, ça détecte la création d'un compte local utilisateur sur l'ordinateur. Alors, le log source, ça décrit les données du journal à utiliser lors de la détection. On a d'autres attributs facultatifs. On a le produit, donc ça sélectionne toutes les sorties de journal d'un certain produit, Windows, Apache, ce que vous voulez. Les catégories
catégories, on sélectionne les journaux écrits par le produit. Les exemples sont le pare-feu, le web, l'antivirus, etc., etc. Les services, uniquement les sous-ensembles des journaux qui font attrait à des services Windows, par exemple Security, Windows Defender sous Windows, ou le SSHD, le daemon SSH sous Linux. Et les définitions, ça décrit la source du journal et son application au niveau des configurations. Ensuite, on a la partie détection. C'est un champ obligatoire dans la règle de détection qui va décrire les paramètres de l'activité malveillante à laquelle nous avons besoin de faire face lors d'une alerte. Elles sont divisées en deux parties principales. On a tout d'abord les identificateurs de recherche. Donc, c'est les champs et les valeurs que la détection doit rechercher. Et on a l'expression de la condition. Ça définit l'action qui doit être prise en compte sur la détection, comme la sélection ou le filtrage. La chose essentielle à rechercher pour la création de compte sous Windows, c'est l'ID de l'événement associé au compte utilisateur. Là, on parle du 4720 qui a été fourni via nos indicateurs de compromission. D'accord? Ensuite, les identificateurs de recherche peuvent être améliorés à l'aide de différents modificateurs qui sont ajoutés au nom du champ. On va utiliser un pipe, on va piper, et le type principal de modificateur est appelé sous le nom de modificateur de transformation, et ça comprend les valeurs contient, fin de la région, start with et all. Tout. Certains de ces modificateurs seront essentiels lors de la rédaction de règles contre d'autres indicateurs de compromission. Alors, on a les false positives également, hein, donc ça va être la liste des faux positifs connus qui peut se produire sur la base du journal. Si vous avez fait des scans avec Tor ou avec notre ami Tor ou avec... Merde, j'en perds mon latin. Ou Loki, vous savez le nombre de faux positifs, d'accord? Donc quand vous avez des faux positifs avec Tor et Loki, eh ben vous allez voir Florian Roth sur son Twitter, ou vous lui envoyez un mail, je vous passerai son mail si vous voulez, et il va faire le nécessaire, il va modifier ses règles, d'accord? C'est lui qui s'occupe de maintenir à jour toutes les règles Sigma, Yara, une bonne partie en tout cas, c'est Florian Roth, allez le voir, c'est quelqu'un de très professionnel, très sympa, et il vous aidera si jamais il y a quoi que ce soit, d'accord? En tout cas, moi il m'a aidé lorsque j'avais des problèmes sur Tor. Alors, niveau, ça décrit la gravité avec laquelle l'équipe de sécurité doit prendre l'activité en vertu de la règle grid. L'attribut comprend tout ce qui est informatif. Alors, ça peut être faible, moyen, élevé, voire critique. Encore une fois, en fonction du niveau. Les différents tags, ça ajoute les informations pouvant être utilisées pour tout simplement catégoriser la menace, la règle. Les balises courantes sont associées aux tactiques et techniques du cadre MIRT, ça on l'avait déjà vu, et les développeurs Sigma ont défini une liste prédéfinie de balises. Voilà, donc on a écrit notre première règle Sigma, vous l'avez sous les yeux, on peut l'exécuter via Sigma Hunting pour voir si il y a un match, un peu comme sur Twitter, putain. Alors, est-ce que ça match, comme sur Snapchat? Alors, est-ce que ça match, comme sur Tinder? Non. Donc, plus sérieusement, il va falloir trouver une correspondance, vous l'avez compris. Les règles Sigma, ensuite, elles sont converties pour s'adapter, je vous le disais, aux requêtes SIEM souhaitées. Tout va dépendre du langage. Ça va dépendre. On peut faire de l'Elasticsearch. Vous avez ELK, qui est vachement bien foutu, côté backend. Diverses ressources. On a Sigmac, c'est un outil natif mais qui est un peu déprécié, il date un peu et ça a été remplacé par une librairie plus stable de Python qui s'appelle PySigma. Pi comme Python, Sigma comme Sigma. Ensuite, on a un outil à vérifier, Encoder.io, c'est un convertisseur Sigma web open source pour de nombreuses plateformes SIEM et les EDR, et il est facile à utiliser car il vous permet de copier vos règles Sigma sur la plateforme et ensuite de sélectionner l'application backend préférée pour la traduction. Je vous l'avais déjà montré. D'accord? Donc on va revenir à SOC Primes. Je vais activer notre ami, voilà. Donc je vous avais déjà montré ça.
Vous voyez, on écrit la règle Sigma, on a de l'élastique, hein, on a du Curadar d'IBM, on a du Splunk qui est en open source et qui est aussi avec un abonnement payant, du Splunk Alert, et on en a tellement d'autres. Hein. Je vous avais montré un petit peu l'outil Carbon Black de... Carbon Black, c'est quoi déjà? C'est... Attends, j'en perds mon latin. Carbon Black, c'est de qui déjà? C'est un EDR de... Ah oui, de VMware. Ouais, c'est un EDR de VMware, Carbon Black. Bref, hein, vous avez les principaux SIEM, EDR hein, du marché, Palo Alto et tout ça, Google Chronicles. Bref, il y a un Qualys, un Sumo Logic. Hein. Donc voilà, ça, je vous laisserai jeter un coup d'œil. Vous avez toute une plateforme, hein, donc voilà, Unicoder.io à mettre dans sa liste de favoris. Donc maintenant, on va passer un peu à la pratique. Hein, on va pas se tourner les pouces. Équipé de ses connaissances sur les règles Sigma, notre tâche, c'est de relever hein, les 2 défis restants en écrivant des règles correspondant aux phases de la kill chain, hein, des indicateurs de compromission qui ont été découverts. Et le Père Noël compte sur nous pour renforcer sa cybersécurité contre les adversaires qui veulent faire foirer Noël cette année. Donc pour rappel, les champs obligatoires pour les attaques, c'est découverte de logiciels, hein, catégorie, Event ID, image, command line, les emplois, les champs aussi qui ont été planifiés, hein, catégorie, Event ID, image, command line. Alors, on va se lancer la machine et puis on va voir un petit peu ce qu'il en est. Ok, donc du coup, on est sur le Sigma Hunting et on va se créer une petite règle. Alors, prenez l'habitude de tout faire en anglais, hein, c'est triste mais c'est comme ça, à moins que ça soit des règles que vous n'allez pas partager sur internet, hein, donc si c'est en interne pour votre boîte par exemple, d'accord. Donc là on va mettre local account, vous mettez ce que vous voulez, hein, creation for persistence. Donc on a vu hein, le premier truc qu'on a fait quand on a analysé, on a vu qu'on avait créé un utilisateur local. Enfin, c'est pas nous qui l'avons fait, c'est le méchant Yeti pour se créer un peu de persistance, d'accord, pour pouvoir ensuite perdurer, continuer l'attaque. Donc notre adversaire a créé de la persistance via, on avait vu des clés de registre notamment et le menu démarrer. Alors les ID, pareil, si vous avez une classification en interne, vous mettez. Moi c'est la première, je vais mettre 1, d'accord. Pour l'instant, je commence en expérimental. Pourquoi? Parce que ma règle, elle est pas encore quoi? Elle est pas stable. Hein, elle est encore moins en test. Hein. Je viens de la mettre, de la créer. Il va falloir faire un audit. Hein, on va la mettre en production ou dans un environnement de test. C'est mieux d'abord, d'accord? Et puis on va voir si elle arrive à détecter. On va voir les faux positifs. On va voir les faux négatifs, d'accord? Et on va expérimenter jusqu'à un moment où on va estimer qu'elle est stable et qu'on pourra la passer en production, d'accord? Alors, donc voilà, hein, on commence, description, là je peux le faire en français, hein, on va pas se prendre la tête, mais grosso modo, l'adversaire, l'adversaire a créé de la persistance. Donc on a vu, hein, on a le 4720, c'est ce que vous devez surveiller sur votre ordinateur. C'est pour ça, apprenez à faire des règles Sigma et après vous allez pouvoir les intégrer dans Tor ou mieux dans Loki, d'accord? Dans Loki, vous pouvez demander de charger vos propres règles, d'accord? Donc allez chercher les règles des autres, prenez celles de Florian Roth, hein, mais rappelez-vous, c'est un outil en open source. Si vous voulez avoir vraiment ce qu'on a en entreprise, naturellement, il faut payer. Mais soyez intelligent, créez vos propres règles, allez récupérer les règles des autres et vous pourrez avoir peut-être un niveau de défense qui vaut celui d'une entreprise, d'accord? Mais c'est à vous de faire le boulot et créer vos propres règles. Comme ça, vous pourrez vous défendre. Hein. Tu apprends, tu connais rien à Windows, tu sais maintenant que l'ID 4720, tu vas aller dans ton observateur d'événements. Hein, à défaut, essaie de trouver un SIEM, installe-toi Splunk, hein, installe-toi un SIM à la maison, hein, vérifie tous tes ordinateurs à la maison. Apprends.
Il n'y a rien de mieux si tu veux débuter en SOC. D'accord? Monte-toi une infra, achète-toi un switch, fais ce qu'il faut. T'as plein de cours. Je te mettrai des cours en su. Hein, si tu veux te monter un lab, je te mettrai une vidéo de Sens qui t'explique comment monter ton propre lab. Et après, audit. Et là, bah, tu le sais. Je vais maintenant me régler une règle Sigma. Et puis, ce que je vais faire, c'est que la prochaine fois que je lance Loki, je vais chercher dans Loki, j'ai un paramètre qui me permet de charger mes propres règles, soit Yara, soit Sigma. Et maintenant, bah, je me repose pas que sur le boulot de Florian Roth, hein, comme je t'ai présenté, mais tu peux faire aussi le boulot. Et il y a plein de gens qui font ça sur leur temps de libre, et ça va en complément de ton antivirus. D'accord? D'accord? Parce qu'il y a très peu d'antivirus, je t'ai dit, sur le marché, en tout cas pour les particuliers, qui utilisent les règles Yara, les règles Sigma. Et je t'ai dit que c'est le meilleur moyen de défense en complément d'un antivirus, parce que parfois, on arrive à contourner les antivirus au boulot, et parfois, eh ben, c'est justement parce qu'il y a des bonnes règles Sigma et Yara qu'on arrive à nous détecter, nous, Red Teamers. D'accord? Donc ne prends pas ça à la légère, à te dire, mais attends, moi c'est pas quelques règles comme ça qui va sécuriser mon ordinateur. Ça ne va pas sécuriser ton ordinateur, mais ça va détecter les menaces. Et après, tu feras le nécessaire. Hein? Mais qu'est-ce que je te disais dans la précédente vidéo? On fonctionne par strat de défense, par couche. D'accord?